Ok, c'est parti. Bien, on se retrouve donc pour une actualité, un petit journal, une petite émission. Va durer, hein, comme d'hab, vous le savez. Mes vidéos sont à consommer, on va dire, un peu comme des podcasts. Et voilà, parce que ça dure en général à peu près 1 heure ou aux alentours. Donc, vous pouvez avancer hein, au moins la moitié de la vidéo si vous souhaitez passer au crypto. Mais je passe toute l'actualité financière. Donc, on va essayer d'aller vite quand même. Et les indices américains, Dow Jones, Nasdaq qui grimpent encore. Et là, c'est grâce à Netflix qui a explosé les records. Donc voilà, Netflix qui a poussé les marchés à la hausse. De très bons résultats, tout ça. On ne va pas s'attarder dessus. Seulement, on retient que les indices sont vraiment à des hauts historiques. Ça va forcément s'arrêter. Mais c'est impressionnant. Ça bat des records à chaque fois. Donc l'action Netflix grimpe après ses résultats du T4. Donc du quatrième trimestre. Le quatrième trimestre, vous savez, c'est on va dire entre la fin de l'année et les 2-3 premiers mois de l'année suivante. Donc voilà. Ici, Netflix voilà, qui anticipe des marges d'exploitation de 24%. Voilà, c'est des records. En plus, ils se sont appropriés la WWE Raw. Vous savez, il y a 2 émissions de catch. Il y a Raw et SmackDown. Et eux, ils se sont accaparés Raw. Raw, je crois que c'est le samedi. Et là, ça va être en live sur Netflix. Maintenant, le catch, le divertissement, la lutte divertissement. Et donc, voilà. Donc, Netflix qui, en plus, se diversifie et qui explose tout sur les marchés. Et ça a poussé les actions, l'ensemble des actions américaines à la hausse. Vous voyez, donc une seule action, comme Netflix par exemple, peut faire bouger tous les marchés américains. Donc c'est très important les résultats des entreprises. Donc tout ça, c'est à surveiller à chaque fois de très près. Là, vous pouvez voir, après l'annonce des résultats, le bond, hein, regardez ça, c'est impressionnant. La ligne verte que Netflix a fait, un bond comme ça, voilà, une ligne droite, suite à l'annonce de ces résultats, ça a bondi d'un coup. Hein. Donc il fallait se placer, bien sûr, ou acheter Netflix avant les résultats si vous aviez confiance en Netflix. Et vous voyez que, comme d'hab, sur les marchés, voilà, ce qu'on nous annonce, c'est une récession qui arrive, des taux qui sont trop élevés. Donc tout ça, c'est assujetti à faire paniquer les investisseurs. Et quand on regarde les cours des marchés, ne font que d'exploser, comme s'il n'y avait pas toutes ces inquiétudes voilà, autour de la macroéconomie, tout ça. Donc on ne sait pas trop si on est mené en bateau, si en fait on nous sort toute cette peur pour nous forcer à rester éloignés des marchés. Et pendant ce temps-là, les marchés qui, eux, explosent. Mais voilà, là, on est... Voilà, perso, moi, en tout cas, j'ai été emmené dans ça, en suivant les actualités. Et c'est vrai que y a de quoi, hein, quand même. Hein. C'est pas comme ça, voilà, je me fais embarquer comme ça. Mais quand on regarde la macroéconomie, on voit que les bourses étaient déjà à des niveaux très élevés. Avec des taux élevés comme ça, c'est pas bon, normalement. Donc, normalement, il y a de quoi s'inquiéter. Mais en tout cas, pas de quoi freiner les actions qui continuent leur chevaucher là, voilà, jusqu'à la lune. Et donc voilà, en tout cas, voilà, ASML affiche des résultats supérieurs aux attentes. Donc il n'y a pas que Netflix qui surpasse. En général, là, quand les entreprises dévoilent leurs résultats, on va dire qu'il y a 70%, voire plus à chaque fois, des résultats qui surpassent les attentes. En tout cas sur les marchés américains. Et là, c'est le cas pour ASML qui fabrique les semi-conducteurs. Hein. C'est un fabricant de semi-conducteurs. Ça, c'est très important. ASML, c'est comme un rival de TSMC, entreprise taïwanaise de semi-conducteurs. Sauf que TSMC a les plus grosses parts de marché. C'est une entreprise à Taïwan, TSMC. ASML, je crois que c'est en Europe. Donc, c'est la plus grande entreprise technologique d'Europe en termes de capitalisation boursière. Vous voyez a enregistré plus de 9 milliards de commandes. Vous voyez. Donc, c'est un géant des fabrications de semi-conducteurs. Donc, c'est pas un petit joueur ASML. Et donc, ASML est sur les autres marchés apparemment aussi. Hein. Et ASML prévoit que 15% de ses ventes en Chine, jusque-là son 3e marché, après la Taïwan et la Corée du Sud, seront infectées. Donc, ASML, apparemment, c'est aussi à Taïwan. Hein. Ils sont en Asie. Hein. Ils sont bien positionnés en Asie pour concurrencer TSMC. Vous voyez que ce narratif là des semi-conducteurs, les semi-conducteurs, ça marche à plusieurs milliards. Hein. C'est ça qui crée le conflit là entre les États-Unis et la Chine pour Taïwan. En fait, ils veulent s'accaparer Taïwan parce que Taïwan
représente un marché à plusieurs milliards. C'est une guerre économique, même si la Chine la considère dans son histoire comme son île, mais derrière, il y a des intérêts financiers très puissants. Et donc là, vous voyez que bah, les semi-conducteurs, c'est l'avenir complètement de tout, hein. La robotique, le métaverse avec la 3D, les vidéos et tout ça, les véhicules autonomes, voilà, l'intelligence artificielle, tout ça, les écrans, voilà, tout ça, c'est avec les semi-conducteurs. Vous voyez, donc, très, très important. Alors, il y a des déboires qui continuent là pour Boeing. Donc, vous avez deux gros constructeurs pour l'aviation. Boeing qui est américain et Airbus qui est européen. Et Boeing enchaîne les déboires. Et là, Boeing, on a un Boeing 757 qui perd une roue alors qu'il se prépare à décoller. Donc voilà, ça continue les problèmes pour Boeing qui en ce moment est sous contrôle par rapport à ces accidents qui sont intervenus il n'y a pas longtemps, tout ça. Donc bon, Boeing, ça se passe pas très bien en ce moment pour eux. Voilà pour l'actualité en tout cas américaine. Mais voilà ce qui nous intéresse. Et regardez pourquoi je dis qu'on est peut-être emmené en bateau. Voilà, là les actions, regardez là c'est Bill Cross. Encore un énième, une personne très respectée dans le monde de la finance. Voilà, on va dire un vieux gourou. Voilà, ces personnes-là quand elles parlent, elles sont très écoutées hein, dans le milieu de la finance. Et là, lui, il dit que les actions sont surévaluées. Surévaluées, c'est-à-dire bien plus haut que ce qu'elles devraient être. Et donc, une récession majeure arrive. Il prévient que la récession va arriver. Et en général, quand il y a une récession, c'est 2 trimestres d'affilée d'un PIB qui est négatif. Donc, un PIB d'une économie comme les États-Unis, par exemple, qui serait pendant 2 trimestres négatif, inférieur à la moyenne, à la zone 0. Vous voyez? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on est en récession. On a dépassé les 2 trimestres, donc plus de 6 mois presque, avec un PIB négatif. Et donc, on a peur que ça arrive aux États-Unis. Parce que, à force d'augmenter les taux pour casser l'inflation, eh ben, on va casser la croissance du pays. Et donc, tout va s'effondrer. Et donc, le PIB des États-Unis va aussi s'effondrer et donc va devenir négatif et donc créer une récession. C'est ce qu'on a peur. Et lui, il prévient de ça. Sauf que les résultats américains ne montrent pas ça. Les résultats américains sont plutôt assez solides. Et donc, pas vraiment de récession en vue pour les États-Unis qui, pour l'instant, maîtrisent la situation. Et c'est pour ça que les actions aussi en bourse explosent et sont confiants. Où les investisseurs continuent à accumuler du Netflix ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de spéculation et pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, on ne dirait pas qu'il y aura une récession aux États-Unis ou sinon, comme les taux sont très élevés, on s'approche hein, quand même de ça, mais on n'a pas l'impression que l'économie américaine va s'effondrer. Et les résultats sont plutôt solides. Donc, on devrait esquiver ça normalement. Maintenant, voilà, vous avez des acteurs majeurs là, comme Bill Cross, qui déclarent que la récession arrive. Et ça fait peur aux investisseurs. Toutes ces déclarations, tous les analyses qui parlent de la catastrophe à venir. Donc, ça nous pousse, nous, investisseurs, à se détourner des actions en bourse ou être plutôt sur la défensive. Rester en dollars, aller sur les cryptos, voilà, aller sur l'or. Et on se détourne de ces actions. Et là, derrière, on a les actions qui explosent. Donc, on a l'impression de se faire avoir. Mais en même temps, ils n'ont pas tort. Avec des taux aussi élevés, normalement, les bourses traditionnelles devraient être fébriles. Parce que là, ça commence à devenir tendu, là. À force, la dette est très élevée. Et c'est très risqué de laisser les taux élevés comme ça. Même s'il faut casser la croissance, il faut faire baisser l'inflation. Mais on a un risque de crack économique au bout d'un certain moment. Et ça, c'est vrai que la menace, elle est plutôt proche. Mais vous voyez que les actions explosent. Donc, c'est un peu incompréhensible. Mais peut-être que la bourse, là, ça va s'arrêter. Là, c'est plus haut, là. On verra ça, de toute façon. Donc, on verra. En tout cas, le crash de l'immobilier commercial en vue en 2024. Donc, voilà. Tous les acteurs, les analyses parlent de récession, de crash immobilier. Voilà, une peur constante, une pression mise sur les investisseurs pour que les investisseurs s'abstiennent peut-être d'investir. C'est peut-être le cas. Hein. Peut-être que tous ces articles, surtout Investing, c'est des experts dans ce domaine-là pour faire peur. Il n'y a que des articles un peu glauques, un peu voilà, de peur, tout ça. Et donc, voilà. Je ne parlerai pas de crack immobilier. C'est vrai que l'immobilier baisse. Voilà, les prix, tout ça, sont en train de chuter fortement. Mais de là à parler d'un crack, c'est un peu compliqué de dire ça. Mais c'est vrai que ça baisse fortement. Que ce soit pour le commercial, l'immobilier de bureau, des entreprises ou
l'immobilier des particuliers, de monsieur et madame tout le monde, tout baisse. Maintenant, est-ce que ça va être un crack de l'immobilier? Je pense pas. Mais c'est vrai que d'ici mi-2024 ou fin 2024, on va commencer à avoir des opportunités sur l'immobilier, surtout vers la fin de l'année. Donc on verra ça. En attendant, regardez, hein, donc pour les États-Unis, hein, on commence toujours par les États-Unis. Hein, c'est aux États-Unis que ça se passe, c'est la place de la finance mondiale. Et donc un budget de défense annuel qui se rapproche des 1000 milliards de dollars. Vous voyez le budget de la défense américaine? Voilà de quoi dissuader les autres pays face à eux. Donc les États-Unis qui sont en tête, hein, des dettes, c'est le pays le plus endetté au monde, avec un PIB de plus de 150% du PIB d'endettement. Ça, les États-Unis ont un niveau de dette qui dépasse les 33 000, voire 34 000 milliards de dettes, mais ils continuent avec des montants, des sommes, des budgets assez astronomiques, parce que les États-Unis ont honte de rien. Ils sont dans un Ponzi incroyable, et quand ils vont finir de faire baisser l'inflation, ils vont recommencer leur planche à billets sans scrupule. Donc en fait, ils font encore augmenter leurs dettes. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Les autres États essayent de s'abstenir de faire ça. C'est pour ça que la Chine a du mal à relancer sa croissance, parce que la Chine ne veut pas user de ça. Pour pas alourdir sa dette, être un peu dans la difficulté. Mais les États-Unis, pas de honte à s'endetter et augmenter toutes les aides, les budgets sur tous les secteurs, tout ça. Et donc les États-Unis dépensent déjà plus que les 10 pays suivants réunis. Et Biden a autorisé un budget de défense record de 886 milliards de dollars de dépenses militaires annuelles. Comment en profiter? Vous voyez? Comment profiter de ça? En fait, en allant sur les actions de défense, on va dire. Vous en avez plusieurs. Vous avez... comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. En Safran, c'est en Europe. Vous avez Lockheed Martin. Voilà, plein d'entreprises de ce type-là, de la défense. Bon, je les connais pas, c'est des trucs d'armement, tout ça. Vous avez aussi Palantir, c'est plus technologique, mais voilà. Vous avez des entreprises comme ça, liées à la défense, à la sécurité, qui vont bénéficier de ce budget-là. Et normalement, c'est pas étonnant. Vous voyez ces actions en bourse liées à la défense qui vont exploser. Vous voyez? Donc c'est assez incroyable, hein, de dépenser encore, d'ajouter un budget pareil, alors que les États-Unis sont endettés et le pays le plus endetté. Vous voyez? Donc, mais voilà, c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Ils ont honte de rien. Comme ils savent que le dollar ne va pas tellement s'écrouler, malgré toute cette dette, que le dollar reste la réserve de valeur ou la monnaie standard mondiale. Donc, quoi qu'il arrive, tout le monde utilisera le dollar. Dans le monde entier, on va dire. En Europe, bon, on est plus friand de l'euro, on utilise l'euro, mais dans le monde entier, en général, tout le monde commerce en dollars. C'est pour ça que le dollar tient malgré qu'on le dévalue avec toujours plus d'impression monétaire, tout ça là. Donc voilà, alors, résultat des primaires du New Hampshire et Trump donc qui remporte la primaire républicaine, alors que les donateurs de Haley s'inquiètent des prochaines étapes. Donc on avait Nikki Haley, donc la femme qui affronte Donald Trump, cette femme-là, qui vient de perdre face à Trump dans un État. Et là, même, là, c'est les dernières heures. Hein. Ça vient de sortir comme actualité. On a Reid Hoffman qui suspend le financement de Nikki Haley après la perte du New Hampshire. Donc, selon une source. Donc, on a des milliardaires là qui suspendent leurs donations. Qui ne veulent plus donner davantage. Voilà. C'est comme s'ils reconnaissaient vraiment la victoire de Trump. Et Trump est très bien parti. Hein. Il y a une longueur d'avance sur tout, partout pour remporter au moins la républicaine, la primaire républicaine. Donc il serait le candidat républicain. Et voilà, il sera opposé certainement à Joe Biden, qui est complètement cramé, mais bon, qui est complètement épuisé, mais pour le moment, à défaut d'avoir d'autres alternatives, on verra. Pour le moment, il y a des rumeurs qui disent que ils veulent mettre en place Michelle Obama, la femme de Barack Obama, pour occuper ce poste. Donc on verra. Mais bon, Trump est très bien parti pour gagner les élections, hein, même en 2024. Biden, on a vu son bilan, on a vu que c'est un va-t-en-guerre encore plus que jamais. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, même les Américains, ils vont dire stop. Mais bon, ça, on verra. Donc, on avance. Et donc, voilà, c'est toujours Trump. Hein. Trump a battu le record du plus grand nombre de votes reçus lors des primaires du New Hampshire. Donc, il a battu le record de votes en plus. Hein. Plus pour lui, tout ça. Donc, Trump explose tout. C'est voilà, il n'a pas d'équivalent. Voilà. Nikki Haley, elle est sortie comme ça d'un coup. On ne sait pas d'où. Parce que les autres, c'était
plutôt Ron DeSantis, tout ça. Et elle est apparue comme ça, mais ça n'a pas suffi. Donc, vous voyez, donc c'est du 100% pour Trump. Et donc, voilà, dans le reste des... On reste en Amérique du Nord, et là, contre les covidistes, double magnifique victoire au Canada ce jour. Donc la haute cour fédérale condamne le gouvernement Trudeau pour avoir utilisé l'état d'urgence en 2022 face au magnifique convoi de la liberté. Donc voilà, ça va pas passer dans les grands médias, mais sachez que le fait que le gouvernement avait utilisé les grands moyens pour interdire les convois de la liberté, tout ça, et que le gouvernement avait saisi les comptes bancaires de ces convois, de ces gens-là, et donc la cour fédérale a condamné cela. Vous voyez ? Et donc Trudeau, apparemment, en difficulté par rapport à ça. Donc Trudeau, c'est exactement comme Macron. C'est toute la caste mondialiste, euro, enfin voilà, gauchiste, voilà. Ce gang qui est mis en place par les médias, par les puissances, les hautes sphères. Bah, Trudeau, c'est la même gamme. Même Zelensky, Meloni, voilà, toute cette caste, voilà, ils maîtrisent les médias et ils se font élire. Même le gars au Royaume-Uni, là, l'Indien, là, voilà, c'est tous la même bande. Et un jour, on espère qu'ils se fassent tous dégager, mais bon, on verra bien. Donc, on avance, on va passer là en Amérique du Sud. Donc, on reste en Amérique, mais là, on passe en Amérique du Sud. Et avec une grève nationale en Argentine qui constitue, voilà, un premier test majeur pour Milei, Javier Milei. Donc, voilà, c'est les travailleurs, tout ça, qui attaquent. Donc, on verra comment Milei va s'en sortir de tout ça. Et donc, on verra ce que ça va dire. Comment il va gérer ça. Après, en tout cas, l'Argentine, la dévaluation choc du pesos argentin qui pèse sur la marque de vêtements de sport Puma. Donc, apparemment, l'action Puma qui clôture en baisse sur les indices européens, apparemment. Et c'est par rapport au pesos, la monnaie argentine en décembre, considérablement affectée par la forte dévaluation de la monnaie en Argentine. Donc vous voyez que les guerres des devises là, et les dévaluations, ça pèse même sur les entreprises. Pour le coup, ça, je ne savais pas, mais apparemment, ça pèse. Et donc, regardez, le pesos, l'action Puma, pardon, qui s'écroule complètement. Après, Puma, bon, c'est une marque qui est un peu vieillot, et voilà, ils sont là, il n'y a plus tellement de valeur. Ils sont là, il n'y a plus d'innovation réelle, tout ça. Donc on verra si Puma tiendra. Mais en tout cas, en bourse, il s'écroule. Donc à voir. Maintenant, on passe en Europe. La Banque Centrale Européenne qui s'apprête à maintenir ses taux. Donc, alors que le débat sur les marchés raccourcisse les délais. Donc la Banque Centrale Européenne, qui, tout comme les États-Unis, voit l'inflation baisser, mais pas suffisamment. L'inflation qui est repartie à la hausse en Europe et même en France, tout ça. Mais la Banque Centrale Européenne qui ne veut pas réaugmenter les taux parce qu'elle sait que ça fera paniquer un peu les marchés. Donc, à défaut de les descendre, elle les maintient encore. Je pense que c'est le bon choix. Ils n'ont pas trop de possibilités de toute façon. Ils ne peuvent pas les baisser puisque l'inflation stagne et repart à la hausse. Donc ça, c'était une option qui était morte. Même si les marchés aimeraient ça pour stimuler la croissance. Mais ça sera pas cette fois. Et donc, ils ne peuvent pas les réaugmenter parce que ça a créé une panique. Encore le fait d'augmenter les taux avec les dettes qui sont même en Europe. La dette est énorme aussi en Europe. Donc, en fait, il n'y avait pas le choix. Là, Christine Lagarde, elle était coincée. Donc, ils n'ont pas encore annoncé. Donc, ils s'apprêtent à maintenir les taux, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. Là, c'est du quasiment sûr. Maintenant, c'est le discours de Lagarde, Christine Lagarde, la présidente de la réserve de la Banque Centrale Européenne, qui va être important. Mais en tout cas, elle est bloquée. Elle n'a pas trop d'options là. Elle va être obligée de les maintenir. Donc, en tout cas, progression en vue en Europe. Avant les PMI, donc avant la Banque Centrale Européenne, les chiffres de l'inflation, tout ça. Donc, l'Europe, dans le sillage, comme d'habitude, des États-Unis qui montent, c'est emmené par Wall Street. En général, quand les marchés américains progressent, les marchés européens qui suivent. C'est toujours comme ça. Quand les marchés américains plongent, en général, les marchés européens sont très affectés. L'ensemble des marchés mondiaux est impacté par ce qui se passe aux États-Unis. Et en général, quand il se passe des mauvaises choses ou quand c'est en Europe que voilà, ça explose ou ça baisse, ça n'impacte pas tellement ni les États-Unis ni l'Asie. Donc en fait, l'Europe a que très peu d'impact au niveau de la finance sur les marchés traditionnels, tout ça.
Donc on continue à savoir, hein, en Europe et surtout en France, là, le panier de courses des Français a flambé de 20% en 2 ans. 20%. Je ne sais pas si vous imaginez, l'inflation a touché des produits du quotidien. Le panier moyen a grimpé de plus de 20% en moyenne. Donc beurre, yaourt, voilà, tout est en hausse. Là, je vous mets les prix, mais c'est assez incroyable. En 2 ans, comment les prix ont explosé. Vous voyez. Et pourtant, à côté de ça, le français salarié moyen va trouver quand même va essayer de se battre pour avoir un petit peu un meilleur salaire, voilà, ou des choses comme ça, ou essayer de gratter, ou essayer d'aller dans les soldes. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça va arranger les choses. Même en faisant tout ça, il sera toujours plus pauvre. Et c'est l'inflation qui vole vraiment le pouvoir d'achat, en fait, des Français, des choses comme ça. Mais les Français ne savent même pas ça. Ni les Français, même, ni de toute façon, l'ensemble de la majorité de la population mondiale ne sait pas comment ça se passe, vraiment. Et en fait, personne ne fait attention à l'augmentation des prix. Tout le monde le sait comme ça que les prix augmentent, mais les gens ne font pas trop ce lien. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils s'appauvrissent, en fait. Ils font le lien par rapport à d'autres choses. Comme quoi, oui, c'est les politiques qui gèrent mal les choses comme ça. Ce qui est vrai, mais c'est vraiment l'inflation. Et ils ne savent pas pourquoi ce phénomène est là. Je pense que, oui, c'est juste le conflit, la guerre qui augmente un peu les prix de l'énergie, de l'électricité. Et c'est à cause de ça que tout le monde... Non, non. En fait, c'est l'impression, ce système de Ponzi monétaire mondial, les États qui continuent à imprimer de l'argent, ça crée un phénomène d'inflation. Voilà, ça dévalue les monnaies, ça crée une sorte de dilution qui fait augmenter les prix, on va dire. Et donc voilà. Donc c'est assez complexe à expliquer, certes, mais voilà où on en est. Et bien sûr, le pouvoir d'achat des Français ici va continuer à baisser. De toute façon, même, j'ai envie de dire, le pouvoir d'achat européen, c'est pas que la France, là, c'est l'ensemble de l'Europe qui va... De toute façon, l'euro qui s'effondre par rapport aux autres devises, c'est l'Europe qui s'appauvrit par rapport aux autres continents. Et le pouvoir d'achat des Européens va sombrer, comme l'Europe, vous voyez. Et donc ici, on apprend que, par contre, les Français ont gagné 15 milliards d'euros en 2023 grâce au livret A. Donc, le livret A rémunérateur de 2%, 3%, c'est pas assez pour couvrir l'inflation. Vous avez le livret A, c'est combien le livret A? 2, 3%. On vient de parler de l'inflation qui a augmenté de 20% en 2 ans. Donc, même si vous épargnez votre argent sur le livret A, c'est pas assez. Si vous épargnez, tous ceux qui se sont mis en livret A se sont appauvris. Même si vous croyez épargner, non, non. L'inflation est tellement forte, bien au-dessus. En moyenne, plus de 10% sur une année, aux alentours des 10%, et sur 2 ans, 20%, que, en fait, vous avez considérablement perdu de l'argent. Et c'est pas en épargnant que vous allez gagner. C'est vraiment en allant investir sur l'immobilier, sur la bourse, sur les cryptos, que vous allez protéger votre argent, ou aller sur le dollar. Mais je veux dire, il va falloir investir, pas être comme ça passif et épargner comme ça. Parce que comme ça, vous perdez de l'argent à cause de l'inflation. Vous voyez? Donc, prudence par rapport à ça. On continue et voilà justement avec nos chers dirigeants européens, 2 commissionnaires du Parlement européen viennent de voter un nouvel accord de libre-échange, cette fois entre l'UE et le Chili. Donc voilà, déjà que les agriculteurs qui sont en colère en France, les agriculteurs en colère vont adorer. Regardez ça, quelle provocation. Donc voilà, il y a un nouveau traité de libre-échange. Voilà, l'Europe qui pense... les dirigeants européens n'en ont rien à carrer des paysans européens, tout ça. Ils continuent leur business et voilà, pour s'en mettre plein les poches, tout ça. Et donc voilà, cette femme qui n'a été élue par personne, Ursula von der Leyen, ou si vous voulez par les députés européens, qui eux, voilà, ne font rien, qui sont élus par les médias, on va dire, et ben voilà les conséquences. Et donc, voilà, hein, pour les paysans, c'est toujours de plus en plus compliqué, on va dire. Et donc, voilà, la France qui est en lutte hein, face aux paysans, dit le FNSEA, dit attendre des actes. Le gouvernement, donc, temporise par rapport aux manifestations, tout ça. Même sur Paris, là, actuellement, voilà, c'est difficile de circuler à cause de toutes ces manifestations, tout ça. Donc, il va falloir surveiller ça. Et donc, on passe en Asie. Alors, je pensais que j'avais une dernière actualité. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en Asie, avant de passer sur les cryptos, la Banque centrale chinoise annonce un assouplissement de sa politique. Donc, afin de stimuler la croissance. Enfin, la Chine
commencent à prendre les mesures. Hier ou avant-hier, ils avaient annoncé un budget qui allait être de 278 milliards de dollars pour stimuler sa croissance. Et là, il semblerait qu'ils vont faire un assouplissement. C'est-à-dire qu'ils peut-être ils vont baisser les taux. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme. Enfin, la croissance chinoise va pouvoir repartir. Vous voyez? Donc on attend ça. Et les actions chinoises peuvent représenter une opportunité. Voilà. Donc les actions américaines sont au plus haut, occidentales, tout ça. L'action chinoise représente peut-être une opportunité, on verra ça. Et donc la Chine annonce la plus forte réduction des réserves bancaires depuis 2021. Donc même pas, c'est un assouplissement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de racheter leur... voilà, ils sont en train de réduire leur quantitative easy, réduire leur part, en fait, l'argent qu'ils ont imprimé, tout ça. Donc tout ça, normalement, c'est dans le sens contraire. C'est quand ils impriment de l'argent que ça stimule la croissance. Là, ils annoncent des réductions des réserves bancaires. Ça, je sais pas trop. Alors, attendez. La Banque centrale chinoise va réduire le montant des réserves obligataires. Mais ils réduisent leur dette. Donc c'est peut-être... En fait, ils réduisent leur dette parce que les obligations, c'est les dettes d'État. Donc ils vont réduire ça, ils vont peut-être racheter ça. Et peut-être, s'ils font ça, s'ils réduisent ou ils rachètent, peut-être, c'est qu'ils vont imprimer de l'argent, sans doute. Le gouvernement de la Banque populaire de Chine a déclaré mercredi que la banque réduirait de 50 points de base. Ah non, voilà. Ils baissent les taux obligataires déjà. Pour toutes les banques, voilà. C'est les taux qui sont baissés. Voilà, pour stimuler la croissance. Donc les taux obligataires, donc voilà, ils baissent, ils assouplissent au niveau des taux. Donc voilà, ça c'est vrai que ça va stimuler l'économie. Donc c'est ce qu'on attend aussi aux États-Unis, que les taux baissent pour stimuler la croissance. Donc enfin la Chine en la mesure. On va voir ça en tout cas, ce que ça va donner. Donc en tout cas, la dédollarisation au profit du yuan sera favorisée par la décarbonisation. Bon ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un combat en tout cas entre le yuan et le dollar. Hein. C'est pour ça que la Chine s'abstient un peu de faire toutes ces mesures pour pas trop dévaluer le yuan, tout ça. Mais vous avez bien compris que derrière, c'est un combat des monnaies. C'est la force de la monnaie qui fait la force d'un État. Les États-Unis ont toujours dominé le monde grâce au dollar. Et là, les Chinois essayent d'imposer le yuan au monde et pour passer devant les États-Unis. Donc on verra s'ils arriveront à ce pari ou pas. Donc ça, c'est la question. En tout cas, voilà. Ici, on a une société immobilière à Tianjin qui a diffusé une vidéo publicitaire pour le mois Borderline. Achetez une maison et obtenez une femme gratuitement. C'est le promoteur immobilier. Les promoteurs chinois sont tellement désespérés qu'ils ont recours à un marketing hyper agressif. Vous voyez, tellement ils sont désespérés, ils promettent des femmes contre un achat apparemment du immobilier, tout ça. Enfin, j'ai pas compris. Mais en tout cas, la Chine, au niveau de l'immobilier, ça va être une catastrophe. Hein. Il va falloir qu'au moins voilà, ils essaient de comment dire, on va dire limiter la casse, on va dire par rapport à l'immobilier, parce qu'il y aura de la casse. Il y a de moins en... les gens ne vont pas acheter en Chine, ça va être désertique, donc on verra. Par contre, la Chine a une opportunité, comme je le rappelle tout le temps, sur les véhicules automobiles électriques, où ils vont devenir leaders. Et là, BYD est devenu le plus grand constructeur devant Tesla. Est-ce que BYD constitue une menace pour Tesla? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a un vrai duel entre les deux marques, on verra ça. Mais la Chine a une occasion de dominer, en tout cas dans ce segment, et de prendre la place de l'Allemagne par rapport aux véhicules, tout ça. Et donc les acteurs chinois des véhicules électriques intensifient la concurrence avec Tesla en utilisant les nouvelles technologies. Vous avez même Xiaomi, Huawei qui arrivent sur le marché, en plus de NIO, XPeng, Li Auto ou BYD. Donc là, vous avez environ 5 à 7 marques de véhicules chinois très performantes, hein, qui toutes quasiment tiennent la dragée haute à Tesla. Donc voilà que la Chine a un énorme potentiel, en tout cas à ce niveau-là, là, les véhicules électriques. Et donc, on a Taïwan à côté, là, qui, eux, tiennent les semi-conducteurs, qui fait face à une incertitude économique, alors que les tensions avec la Chine devraient s'intensifier. Après la victoire du PDP, donc, Taïwan, les élections viennent de passer il y a une semaine et demie, et un candidat qui est anti-Chine, et plus, voilà, indépendance qui a gagné, ça va toujours alimenter les tensions entre la Chine et Taïwan. Ils vont continuer. Hein. La Chine ne lâchera jamais Taïwan. Et même Joe Biden lâche un peu Taïwan en ce moment. De toute façon, il a d'autres priorités là, avec les guerres en mer Rouge, tout ça. Mais en tout cas, Taïwan
est vraiment dans l'incertitude. On ne sait pas combien de temps ils vont tenir. Vous voyez? Donc on verra. Sinon, dans les autres actualités, là, on va profiter là, pour parler des conflits. Les frappes effrontées de l'Iran au Moyen-Orient envoient un message à Israël et aux États-Unis. Pour un analyste. Donc l'Iran ne se laisse pas faire. Vous voyez? Et l'Iran n'a pas peur ni d'Israël ni des États-Unis. Et ils continuent leur frappe pour envoyer un message. Voilà, cette guerre, ce conflit en mer Rouge, tout ça. L'Iran ne se laisse pas faire par l'ogre américain, on va dire. Donc on verra. Pour Israël, les négociations de guerre entre Israël et le Hamas devraient aboutir à un cessez-le-feu d'une semaine. Donc apparemment, ça continue, ça recommence à négocier pour avoir un cessez-le-feu, une période de pause d'une semaine dans leur conflit. Donc on verra. Et Israël qui est toujours à l'offensif pour tenter d'éradiquer complètement, on va dire, le Hamas pour éviter de se faire surprendre encore une fois. Donc on verra ça. Là, ce qui est bien sûr la solution pour ça, c'est une situation à 2 États. Mais bien sûr, voilà, ils ne veulent pas en arriver là. Mais ça serait la meilleure solution, la solution à 2 États. L'Arabie Saoudite qui ouvre son tout premier magasin d'alcool. Mais il n'est accessible qu'à un groupe restreint. Donc l'Arabie Saoudite qui s'ouvre de plus en plus, limite les droits. Voilà, avec Ben Salman qui est très jeune, qui a la trentaine. Voilà, je pense que l'Arabie Saoudite va de plus en plus s'ouvrir dans les droits des femmes, des choses comme ça. Les femmes qui depuis peu ont le droit de conduire. Maintenant, vous avez l'alcool qui va devenir qui va pouvoir être consommé à très petite dose, mais voilà, qui va commencer à être consommé. Voilà, petit à petit, l'Arabie Saoudite, en plus, ça devient un État très futuriste. Voilà, il prépare un État, zone futuriste, tout ça. L'Arabie Saoudite qui essaye d'impressionner le monde, tout ça, par la voie du sport et d'autres voies. Mais voilà, ils savent que le pétrole, c'est pas éternel. Donc, ils s'ouvrent un peu plus. Donc, on va passer aux cryptos et ne pas oublier l'activité de piratage cryptographique en Corée du Nord a atteint un niveau record en 2023. Donc, les pirates, les hackers là, en Corée du Nord, les Coréens, là, la Corée du Nord, ils sont des spécialistes. Ils ont vraiment des hackers, des ingénieurs, des gars très très calés dans l'informatique, dans le hack, tout ça. Des personnes de haut niveau. Et en tout cas, pour ce qui concerne la cryptographie et les cryptos, ils ont, l'activité a été amenée à des niveaux records. Les activités de piratage. Donc voilà, la Corée du Nord qui use de tout ça. Donc c'est à surveiller en tout cas. Sinon, on s'attarde sur le prix de la crypto. Manta qui domine. Manta, la nouvelle layer 2 d'Ethereum, qui fait de l'ombre à Polygon, Optimism, Arbitrum, parce que c'est une layer 2 modulaire avec la technologie de Celestia et qui utilise une sorte de technologie ZKEVM comme Polygon. Donc on va surveiller Manta. Vous avez Tao, Bitensor qui se réveille. Et Tao, il y a une actualité à la fin, on va revenir dessus. Bitcoin qui trust aux alentours des 40 000, donc à 39 000. Tantôt, il était repassé encore au-dessus des 40 000. Tantôt, il est revenu en dessous des 40 000. Ça lutte, ça bataille entre les ours et les taureaux. En tout cas, le marché, parce que comme on avait corrigé jusqu'à 38 000, là, aujourd'hui, on remonte un peu. Même si on est monté brièvement au-dessus des 40 000 et qu'on est redescendu, globalement, sur la journée, les marchés se sont repris. Par rapport à hier, on était à 38 000. Là, on est à 39 000, on gagne 1 000 $. Mais voilà, il y a toujours une guerre psychologique sur les cryptos. On ne sait pas si on va aller au 35, si on va aller au 40. Voilà. Là, comme le marché, je pense, a assez parié sur le fait qu'on va même redescendre au 30, 35K, tout ça. Voilà, le marché a rapidement progressé dans la nuit d'hier. Et voilà, pour liquider un maximum de personnes qui mettent des shorts à levier, tout ça. Donc, c'est un marché très psychologique. Le marché va piéger tous ceux qui sont pressés. Comme d'habitude, ça ne va pas bouger. Donc, voilà. Et voilà, pour ne pas changer, malheureusement, on aura une pression négative sur le Bitcoin tant que Grayscale n'arrêtera pas ses dumps incroyables. Et là, le dump en niveau gris continue pour Grayscale. 16 450 Bitcoins sont envoyés depuis l'adresse GBTC ce matin. Donc, Grayscale qui continue à vendre ou à déplacer ses cryptos, mais ça met une pression à la baisse sur le Bitcoin. Donc voilà, on va voir le prix. Là, apparemment, quand on regarde ce chart, on a un bon rebond là. Vous voyez, c'est pas mal, je trouve. Donc on va voir. On va voir si c'est une bonne chose ou pas. Mais apparemment, si on s'en reste à là, on a trouvé la zone du point bas là, aux alentours des 38 000 et quelques. Donc on va voir si c'était le point bas. Et c'est une bonne zone de rachat.
En tout cas, ici, comme vous le voyez, voilà où on en est sur le... Quand on regarde en termes de bougies, on a bien descendu. Hein. On est bien descendu. Là, on a trouvé un point bas. Et vous voyez ici, là, ça, c'est un signal de pattern qu'on connaît très bien, ça. Vous voyez là? Regardez ça. Là, vous avez le carré ici. Et là, vous voyez que ça peut rebondir, là. Vous voyez? Donc, à voir. Ça s'appelle le bullish amer. Vous voyez? Le bullish amer, c'est une situation de trading qu'on connaît bien. Et en fait, ça pourrait remonter. Vous voyez? Donc, on va voir ça. On va voir tout ça, là. On revient après. Donc... Alors, vous avez, regardé ici, le Bitcoin qui rebondit sur l'EMA de 100 jours. Vous voyez? Donc ça aussi, voilà une situation très bullish ici. Vous voyez? Ça, la EMA de 100 jours, c'est une grosse zone de résistance. C'est surtout la EMA 200 qui est la plus importante. Mais sur la EMA des 100 jours, on peut voir qu'on rebondit clairement. Tout ça, on dirait que sur plusieurs points chart, on dirait qu'on a trouvé une sorte de point bas là au niveau des 38K et que à partir de là, on va rebondir. Maintenant, voilà, la situation, on sait, hein, on peut aller plus bas. Hein. Ici, on montre clairement, on peut revenir dans les 34 000, hein, 34, 35, clairement là. Et bien sûr, ici, tant qu'on est entre, on va dire 33 et même, on va dire 70 000 dans ces prix-là, normalement, il ne faut rien faire. Vous voyez, de gros mouvements, on va dire. Vous voyez, vous pouvez racheter des baisses, accumuler, vendre quand c'est bien monté, c'est vrai. Mais dans cette zone-là, entre 33 000 et 70 000, en général, il faut s'abstenir de faire des gros mouvements. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Ici, regardez, hein, là, c'est des situations de répétition. C'est le titre de cette vidéo. Hein. Bis repetita ou répétition. C'est à chaque fois la même chose. Quand je vous mets le chart, vous voyez que il semblerait qu'on soit parti pour répéter les mêmes, cycles, on va dire. Ça ressemble, tout ressemble à peu près aux fois précédentes. Pareil pour ici. Vous voyez, c'est la même chose à chaque fois. Vous voyez? Donc là, on a formé une petite bulle en vert là, avant d'exploser, de redescendre et de réexploser. Ici, c'est la même chose. Vous voyez? On fait la petite bulle là en vert. On va descendre un peu et bim, l'explosion, le rallye que personne va voir arriver. Donc ça ressemble à chaque fois. C'est la même chose à chaque fois. Vous voyez? Ça bouge pas. Donc voilà par rapport à ça. Voilà l'image de ma miniature. C'est la même chose. Si on prend sur le long terme, on est en train de faire la même chose, quasiment. La même chose. Regardez 2020 et 2024. C'est pareil. Vous voyez? Et là, on fait la petite, voilà, le petit blocage. On monte, on redescend un peu et bim, l'explosion. Ça devrait se passer à peu près comme ça. Dans les grandes lignes, on va dire. Vous voyez? Donc ça, pour moi, voilà. Consolidation. Voilà, nous vivons la même consolidation comme 2020. C'est la même chose. Bis repetita. Pareil. Vous voyez? Ça bouge pas. Donc voilà, ici, regardez. Là, si on regarde bien, regardez, suivez bien la courbe bleue. Vous voyez? Dans la courbe bleue, à chaque fois qu'on fait un croisement, une croix de la mort, comme on appelle ça, vous avez la courbe bleue qui explose, qui monte d'un étage. À chaque fois, quasiment. Ici, regardez, Golden Cross. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, la courbe bleue est montée, même la courbe rouge. Ici, Golden Cross, bim, on est monté. Et là, regardez ce qui se passe. Nouvelle Golden Cross. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un étage plus haut là pour la courbe bleue. Ouais, à chaque fois, on monte d'un étage. On monte. Quand on a une Golden Cross, on monte. Ici, on est en pleine Golden Cross. Vous voyez? Et là, bah, normalement, on devrait monter. Ça bouge pas. Hein. Ça, c'est sur le cours du Bitcoin. Hein. Vous voyez? C'est toujours pareil. Là, on est en phase de Golden Cross. Et quand on a une Golden Cross, on explose à la hausse. Donc, c'est une question de quelques semaines. Hein. Vous voyez? Tout est indiqué. Là, c'est pareil. Quand on regarde les précédents, à chaque fois, voilà, on a une phase de bear market qu'on a passé. Ensuite, on a la phase de pré-bull qu'on a eu depuis le début de l'année 2023.
là, on est dans le first bull début d'année 2024. Et même toute l'année 2024, on va dire. Et l'année de l'explosion totale, c'est le second bull, avant qu'après, fin 2025 ou mi-2025, on commence à chuter. Plutôt fin 2025, je dirais. Et 2026, on aura un gros bear market. Mais voilà, là, on est à la phase de first bull. Donc, même là, ça sera intéressant d'injecter parce que ça va monter sur le moyen long terme. Vous voyez? Donc, tout est dit. À chaque fois, je vous passe ça dans toutes les vidéos, hein, pour rassurer. Pour ceux qui n'osent pas mettre de l'argent, ah, j'ai peur de... Ouais. En fait, bah, c'est toujours la même. Hein. 2016, regardez, comme 2024, on va avoir les mêmes situations. Regardez comment ça se ressemble. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? C'est toujours les mêmes cycles, ça bouge pas. Toujours les mêmes cycles. Donc voilà, ici, on a Michael Saylor, hein, qui parle d'un Bitcoin à 350 000 $ en 2024. Donc cette année, hein, pas en 2025. Cette année, il voit le Bitcoin à 350 000 $. Donc, ça serait un scénario extrêmement bullish. Il faudrait que toutes les étoiles soient alignées. J'ai du mal à imaginer ça. Déjà, ça serait bien qu'on monte aux 100K, déjà. Ce qui est déjà une grosse mission. Ensuite, qu'on dépasse les 200K. Ça sera moins dur à faire que les 100K, certes. Et là, après, aller jusqu'à 350K. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et pour l'instant, Michael Saylor devient de plus en plus respecté parce que sa foi inébranlable en le Bitcoin lui a permis là d'engendrer, il doit être à 2 milliards ou 3 milliards de bénéfices sur le Bitcoin. Et quand on sait qu'on est qu'au début du bull run, bah voilà, hein, il va avoir des couilles en, vous savez quoi, enfin des couilles en or, je peux le dire. Hein. Voilà, à la fin du bull run, pas extrêmement riche. Donc on verra. Même son entreprise, hein, MicroStrategy, qui détient énormément de Bitcoin. Vous voyez? Donc voilà, ici, juste pour vous préciser, hein, que 2 fois plus de Bitcoin sont perdus que ce qui est actuellement contrôlé par les institutions et les gouvernements. Seule une infime partie de la planète possède du Bitcoin. Et après la réduction de moitié en avril, il ne restera plus que 1,325, donc des 21 millions de Bitcoin à exploiter. Il pourrait être judicieux d'en acheter juste au cas où cela se propagerait. Donc quand on regarde là, ici, on voit que Bitcoin est déjà en majorité, presque à la moitié, détenu. Hein. Déjà, tout ce qui est en gris là, vous avez une majorité de Bitcoin perdu. Déjà. Perdu peut-être même à jamais. Vous voyez? Ou perdu, mais qui peut être retrouvé. Donc cette partie-là, vous l'oubliez déjà. Vous ne pourrez plus prendre cette partie. On sait qu'on a une partie à droite ici pour Satoshi. Satoshi, le créateur du Bitcoin, qui possède une bonne partie de Bitcoin. Ensuite, vous avez les compagnies, les fonds d'investissement, les entités, les institutionnels, tout ça. Vous avez une partie de la DeFi, vous voyez. Et voilà, tout le reste, il vous reste une partie qui n'a pas été minée, vous voyez, mais qui n'est pas encore disponible. Et donc, voilà, le reste qui reste pour les individuels, regardez, c'est cette partie-là. Donc, c'est quand même une grosse part, voilà, c'est une bonne moitié, c'est une bonne part conséquente, là, pour les individuels. Mais quand même, voilà, hein, sachant que les compagnies et les fonds vont grossir leur avoir, les gouvernements, tout ça. Et donc, voilà, hein, ça fera un peu, voilà, il restera voilà, un bon 3/4, on va dire, du Bitcoin. Ou au moins la moitié pour le reste des gens. Mais pas plus. Et ce ne serait pas une mauvaise idée d'en accumuler parce que son prix va fortement augmenter avec cette rareté-là. Et ces Bitcoins qui ont été perdus. Vous voyez ici, là? Donc, ce serait judicieux d'accumuler cet actif qui va prendre énormément de valeur. Et sachant que, regardez, hein, ce n'est qu'une question de temps avant que les conseillers financiers de Franklin Templeton recommandent les ETF. Donc, sachez que les ETF, là, maintenant, sont en négociation. Hein. Ça a été validé, tout ça. Mais les émetteurs, là, et les banques, tout ça, n'ont même pas encore proposé à leurs clients. Donc là, c'est les gens, les investisseurs eux-mêmes qui viennent en acheter, tout ça. Et les grands fonds comme Franklin Templeton n'ont même pas encore proposé ça. Hein. N'ont même pas encore de conseillers pour proposer ça. On est vraiment qu'au début. Hein. On est vraiment qu'au début pour les ETF, tout ça. Voilà, on n'est même pas à un mois de cotation. Et donc, quand ça va être proposé vraiment, les conseils vont vraiment le conseiller aux clients investisseurs fortunés, tout ça. Là, ça va accélérer l'achat de Bitcoin. Ouais. Et donc, son prix va monter. Ici, vous voyez une image qui montre que BlackRock domine voilà, l'accumulation des Bitcoins par rapport à son ETF, tout ça. Voilà, hein. BlackRock, Fidelity qui prennent le large. Hein. Vous le voyez ici sur l'image. Vous voyez? Donc là, c'est très clair. Fidelity qui rattrape un peu BlackRock. Vous voyez?
Mais voilà, sur la fin, BlackRock qui distancie. Donc BlackRock qui est le grand gagnant de tout ça. Et donc voilà, ici, vous avez un des autres émetteurs, la Bitwise, qui est l'un des moins chers hein, au niveau des frais, qui est désormais le premier ETF américain, donc Spot, à publier ses adresses BTC pour ses avoirs. Donc voilà, Franklin, Bitwise joue la carte de la transparence. Et ils publient leur adresse et de leur avoir Bitcoin. Comme ça, c'est très clair. On voit qui en détient, voilà, tout ça. Donc ça, c'est une bonne initiative, en espérant que tous les autres émetteurs en fassent partie, comme BlackRock, tout ça, montrent aussi leur adresse d'avoir de TF Bitcoin, tout ça. Pour que, en fait, tout soit très transparent. Comme ça, il n'y a pas de doute, c'est très clair, tout ça. On voit comment les gens s'enrichissent, tout ça. Vous voyez. Donc, vous avez un autre chart très, très bullish qui montre que, voilà, les gens continuent à hold. Hein. Ça, c'est la courbe rouge. La courbe rouge, là, c'est la supply du Bitcoin last active depuis plus d'1 an. Donc, la part de Bitcoin détenue, donc les adresses qui ont plus d'1 an de conservation du Bitcoin. Vous voyez que, certes, des fois, ça fait des gros mouvements, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais là, on voit que depuis au moins 2022, bah, voilà, c'est en constante montée. Hein. Il n'y a pas de baisse bizarre. Voilà. Voilà, ça continue sur le temps, ça continue à monter. Vous voyez. Donc, on voit que, voilà, malgré le lancement des ETF Bitcoin qui offrait une opportunité justement de vendre l'actualité, des gens, tous ceux qui avaient holdé pendant longtemps, de vendre un peu la nouvelle et de prendre des bénéfices, bah, la plupart des holders ne l'ont pas fait. Donc, les gens gardent leur Bitcoin. Hein. Malgré la nouvelle des ETF, la majorité des gens gardent leur Bitcoin. Un pourcentage record de l'offre de BTC reste intact. Les gens hold. Les gens ont compris que le Bitcoin va aller plus haut. Et ce n'est pas le moment de vendre. Ne vendez surtout pas. Vous allez rendre votre argent, votre Bitcoin, aux baleines, aux institutionnels qui vont se régaler de manger ça sur votre dos. Donc, ayez l'esprit solide et holdez. Gardez la main en diamant. Vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, ici, la question est posée. Hein. Quand est-ce que nous verrons un ETF Ethereum Spot? Donc Tom Stodd, président de Ark Invest. Donc il fait partie de l'équipe à Cathie Wood. Il est en bas à droite là. Il dit que bientôt on verra donc des ETF d'après lui. Hein. Donc il fait partie d'Ark Invest, un des plus grands fonds d'investissement qui est aussi un émetteur des ETF Bitcoin Spot. Et donc voilà, il parle bientôt donc d'ETF Spot, Ethereum Spot. Je rappelle les ETF, hein, pour ceux qui ne savent pas, les ETF sont des trackers sur les marchés traditionnels, hein, sur la bourse. En fait, les ETF, en fait, c'est pour répliquer le cours soit d'un indice américain, d'un panier d'actions ou d'un secteur. Par exemple, le secteur de l'intelligence artificielle. En fait, vous allez, pour ceux, c'est des produits pour vous aider à investir de manière passive. Vous achetez juste un ETF et vous êtes exposé à quelque chose dont vous souhaitez, soit un panier d'actions dans la catégorie que vous voulez, soit directement à un panier de matières premières, voilà, ou un indice américain ou européen. Voilà, avec ces ETF, ils traquent, en fait, ils répliquent les cours. Et donc là, on a eu l'actualité des ETF Bitcoin Spot. Donc les trackers, maintenant, les trackers, ces fonds-là vont proposer du Bitcoin. Donc c'est les émetteurs, là, les géants institutionnels vont pouvoir proposer des produits qui répliquent le cours du Bitcoin, mais vont devoir acheter des vrais Bitcoins en contrepartie. Et ça va complètement crédibiliser le Bitcoin, parce que c'est des vrais achats de Bitcoin qu'il faut en contrepartie. Vous voyez? Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, apparemment, la suite avec Ethereum arrive. Bientôt, sur les marchés boursiers traditionnels, on va avoir des trackers de l'Ethereum. Il faudra acheter de l'Ethereum et en détenir pour les émetteurs et qui vont les proposer à leurs clients fortunés là, sur les marchés. Donc voilà, par rapport à tout ça, on a une grosse actualité par rapport à une banque suisse. La Banque des règlements internationaux et la Banque mondiale se lancent à leur tour sur la tokenisation des actifs réels. Le gros narratif qui arrive, la tokenisation des actifs qui est permis grâce à la blockchain. Grâce à la blockchain, en fait, on va tokeniser le monde. Tous les actifs qui ont une valeur dans le monde réel, que ce soit l'or, l'immobilier, les véhicules, tout ça, grâce à la blockchain, ça va être tokenisé. On va pouvoir fractionner ces actifs et en détenir une petite part. Et on va les tokeniser en petits bouts, en petites parties. On va pouvoir acheter et détenir comme étant une valeur réelle. Vous voyez? Donc tout ça, et là, on a aux côtés de la banque suisse, centrale suisse,
Donc la Banque centrale suisse, apparemment, qui se lance dans ça. Donc on a la FINMA qui approuve la première plateforme de tokenisation accessible aux particuliers. Donc Taurus HQ. Donc cette plateforme ici, là, la plateforme en question franchit un cap crucial dans la démocratisation des crypto-monnaies et la tokenisation des actifs réels. Donc voilà, apparemment ici, on a Taurus qui se lie avec une plateforme qui va se lier avec une banque suisse peut-être pour proposer. Donc ici, le déclare, le 23 janvier, regardez. Donc nous venons d'obtenir l'approbation de la FIMA pour étendre nos services financiers et notre place de marché TDX aux clients particuliers. Les investisseurs particuliers peuvent désormais accéder à toute la gamme des titres numériques et les négocier de manière sûre et conforme. Donc voilà une nouvelle preuve d'adoption massive vers la tokenisation d'actifs réels et vers l'adoption de la blockchain. Et donc très très bonne nouvelle tout ça. Je le partage. Je vais retrouver tout ça sur mon Twitter, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Sinon, le Bitcoin, qui est régulièrement cité comme un produit ou un actif qui consomme énormément d'énergie et qui n'est pas bon pour la planète, etc., etc., et bah, le Bitcoin prouve le contraire. Et le Bitcoin devient de plus en plus vert. Les mineurs de Bitcoin seraient désormais 54% à utiliser de l'énergie renouvelable. Vous voyez ? Les mineurs de BTC utiliseraient désormais des énergies renouvelables, en particulier issues du méthane, ainsi que les temps changent. Donc voilà, ils utilisent le méthane pour miner du Bitcoin. Donc quand on dit miner sur la blockchain, c'est quoi? C'est utiliser des cartes graphiques, des supercalculateurs pour créer une puissance de calcul. Pour, voilà, ça s'appelle le hash rate, pour venir résoudre les transactions sur le réseau du Bitcoin. Et en fait, maintenant, pour miner, pour utiliser ça, en fait, ils vont utiliser du méthane. Au lieu de l'électricité standard, c'est plutôt du méthane. Et donc ça, c'est bon pour la planète, le méthane. Vous voyez, donc, voilà. Une pierre deux coups pour le Bitcoin. Solana qui dévoile sa nouvelle innovation, donc, qui s'appelle l'extension de token. Donc l'extension de token utilise une interface standard pour se connecter aux applications Solana. Donc ce qui permet de créer des outils et des fonctionnalités spécialisées pour les jetons. Voilà, il y a une nouvelle introduction, une nouvelle idée de la part de Solana qui ne cesse pas que de recopier Ethereum ou des choses comme ça. Solana innove à sa manière. Et donc voilà, une nouvelle utilité. Apparemment, les 13 premières extensions de tokens avancées par Solana présentent une fonction de transfert confidentiel. Bon, je sais pas trop, mais voilà, c'est apparemment, ça va aider déjà les fonctions de transfert, on va dire anonymes. Donc on verra comment ça va se matérialiser tout ça. Et Solana qui invente et qui essaye voilà, de faire avancer la blockchain, tout ça. Donc voilà, par rapport à tout ça, on a un même coin qui gagne du terrain, c'est le token Trump. Donc on a apparemment une crypto nommée Trump, un même coin qui explose. La valeur du même coin a bondi avec les récentes victoires de Trump. Donc c'est lié en fait aux primaires américaines. Et cette crypto-là, même coin, spécial Donald Trump, est en train d'exploser sur les marchés. Donc ce genre de crypto, il faut rester très prudent. Vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap, voilà, sur quel marché pour en avoir tout ça. Mais restez prudent par rapport à ça. D'ailleurs, on va aller voir ça. Je sais pas si... Alors, je vais vous le taper comme ça. Je sais même pas si elle existe, hein. Alors... Donc là, j'ai mon ordi là qui est au ralenti. Alors attendez, ça charge en espérant que... Voilà. Donc Trump, voilà. Vous avez le... Ouais, vous avez deux cryptos. Bon, vous en avez deux ici. Alors je sais pas trop. MAGA, vous avez deux cryptos Trump. Donc on va voir les deux. On a celle-là. MAGA qui explose et qui fait aujourd'hui un plus 75% aujourd'hui. Et on en a une autre qui stagne. Ah, mais qui a pas mal... Ah ouais, d'accord, ouais. Donc je sais pas trop. Il y a une Trump et une... Ah voilà. En fait, vous avez deux cryptos contraires. Une qui s'appelle MAGA. Je pense que c'est celle-là hein, qui explose. MAGA, mais qui avec le ticker Trump. Et une autre qui s'appelle Trump avec le ticker MAGA. Donc je sais pas trop... Bon, c'est pas celle-là la vraie. La vraie, c'est plutôt l'autre. C'est plutôt celle-là. Le MAGA que je vais noter, je vais mettre en favori. Regardez comment elle explose suite à la victoire de Trump.
Et sur les marchés sur lesquels vous pouvez la trouver, c'est Uniswap. En fait, sur les exchanges décentralisés, les DEX, en fait. Soit Jupiter sur Solana, ou soit sur Uniswap, voilà, face à de WETH. Voilà, c'est pas sur les exchanges traditionnels, tout ça. Donc, très compliqué de l'avoir. Il faut vraiment être se familiariser, être familier avec la blockchain pour aller chercher ça sur Uniswap. Vous voyez? Donc voilà. Ici, on va garder ça pour voir les top crypto dans la tendance. En attendant, on finit la vidéo avec les altcoins voilà, qui semblent bientôt aller dans une phase de vert. Donc, on a fait toute une phase de rouge ici, comme les fois précédentes. Vous voyez? Et là, on a dans la zone jaune qui va nous conduire à un rallye haussier. Et là, c'est pareil. On rentre enfin dans la zone jaune là, qui va nous conduire normalement au rallye haussier. Tous les charts montrent que à moyen terme là, d'ici quelques semaines, quelques mois, on va exploser. Vous voyez? Donc ça bouge pas. FTX, d'ailleurs, estime sortir de la faillite d'ici le milieu de l'année. Parce que FTX récupère énormément d'avoirs en vendant les GBTC, en récupérant de l'argent à gauche, à droite, là. Ils estiment qu'ils vont sortir de la faillite au milieu de l'année. Qui l'aurait cru? Après la faillite importante, moi, je pense que FTX va renaître de ses cendres. Et c'est pour ça que je vais laisser quelques centaines de dollars sur FTT. Et même sur la crypto Luna, on ne sait jamais. Quelques centaines de dollars, on va laisser ça mourir. Et un jour, peut-être que voilà, ça explosera. Donc, on verra. Donc, moi, je jouerai ce pari en tout cas. Mais sachez-le, FTX n'est pas mort. Donc, voilà. Juste, je mets en avant le partenariat entre Money et Radar, que j'aime beaucoup. Money Radar, qui a une chaîne YouTube et qui a aussi un compte Twitter. Ils sont très actifs, ils expliquent très bien la finance. C'est pas que les cryptos, c'est la finance en général. Et ben, ils ont un partenariat avec le groupe Crypto Recherche de Paul, de Crypto Formation, qui est en partenariat avec Yiril. Apparemment, leur groupe de recherche est très qualitatif. Donc, c'est un abonnement pour proche de 50 € quand même par mois, 46 €. Moi, personnellement, je ne prendrais pas l'abonnement. Après, chacun, voilà. Parce que, en fait, bon, pour moi, la valeur qu'ils apportent, je la connais un peu. C'est-à-dire que ils disent c'est pas du chinois pour moi. Parce que je suis assez calé. Voilà. Mais ça peut aider ceux qui connaissent rien, c'est sûr. Et ils apportent énormément de valeur. Ils aident énormément. Ils ont voilà, un groupe Telegram. Ils ont tout de qualité. Et Money Radar va intégrer ce groupe de recherche. Et va aider aussi aux recherches, tout ça. Voilà une bonne fusion. Et voilà qui montre. C'est pour montrer aussi le succès quand on se lance sur YouTube. Des choses comme ça. À force de charbonner. Et de passer voilà, d'avoir de plus en plus d'abonnés. Des choses comme ça. Paul, peut-être en a dans les 80 000, je ne sais pas. Yiril, peut-être dans les 30 ou 50 000. Bah, la visibilité que ça crée et des partenariats. Et là, en l'occurrence, même Money Radar, qui est une grosse chaîne YouTube, voilà, bah après, ils se connectent entre eux. Et voilà, pour toujours essayer de créer le plus de valeur possible et d'aider le plus de personnes possible. Bon, voilà, c'est une très très bonne chose en tout cas. Ça. Et donc, Money Radar, voilà, nous sommes heureux de vous annoncer que nous rejoignons donc le meilleur groupe de contenu crypto francophone. Donc voilà, en tant que partenaire aux côtés de Paul Teloé et de Yiril Crypto. Donc voilà, hein, ils disent le meilleur groupe de contenu. Donc en espérant qu'un jour je les surpasse, hein, bien sûr, même si c'est pas pour tout de suite, au vu de la visibilité que j'ai. Mais voilà, et voilà qui est Crypto Recherche. Donc vous avez Paul, c'est lui le principal fondateur. Ensuite, vous avez Yiril, très connu, qui a rejoint la bande. Et voilà, vous avez d'autres personnes de qualité dans la bande. Et voilà, vous avez aussi un certain Mathieu. Donc voilà, un groupe de quelques personnes très calés, hein, très experts dans leur... Yiril, par exemple, Yiril et Paul, dans leur chaîne, ils arrivent à vulgariser. Yiril, il est plus dans l'analyse de projets. Et Paul, plus dans la prédiction futuriste, en essayant de voir les prochains narratifs, tout ça. Donc, deux très bonnes chaînes et deux gars très qualitatifs. Et fusionné avec la chaîne Money Radar, qui est une très belle chaîne. Je vous invite à aller vous abonner à Money Radar, qui explique très bien avec des vidéos très explicatives sur la finance, tout ça. Donc voilà, j'en ai fini avec tout ça. Regardez les top tendances crypto. Et Manta Network qui est toujours en tête. Hein. Manta qui fait la belle. Et donc voilà par rapport à ça.
Et donc, vous avez Bitcoin qui est toujours là, hein, Solana. L'écosystème Solana et Sui, là, jamais loin. Après, j'avais, justement, pour revenir à la crypto recherche, et Paul qui avait, en fait, je sais plus c'est où. Je sais plus si je l'avais partagé ou pas. Non, même pas. Mais il avait parlé de Tao Bitensor. Je sais pas si je l'ai partagé. Bon, je vais mettre Paul Crypto Formation. Voilà. Parce que Tao là explose, hein, comme vous l'avez vu sur les marchés. Donc Paul hein, qui partage hein, son partenariat avec Money Radar. C'est une très bonne idée, hein, très belle initiative. Et je sais pas, il avait partagé, bon, je la retrouve pas. Ah, c'est peut-être plus haut, attendez. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, vraiment passionnant tout ce qui se passe avec Tao. J'espère que vous avez rechargé le dip il y a 2 semaines. Regardez ce que Tao a créé ici. Donc la génération musique. Donc la musique avec l'intelligence artificielle. Vous savez que Tao va englober tout. En fait, Tao, c'est la principale place de marché de l'IA demain. Vous voyez, c'est vraiment un projet. C'est le cœur de l'IA, Tao. Et là, il y a un énorme projet lié à l'univers musical qui arrive là. La génération musicale arrive sur Tao Bitensor. Lié à l'intelligence artificielle, tout ça. Donc ça, c'est énorme. Et voilà pourquoi Tao a explosé. Donc on va en rester là. J'ai beaucoup parlé. On est déjà à 1 heure de vidéo. Comme d'habitude, hein, aux alentours des 1 heure. C'est un podcast, on va dire. Donc régalez-vous. On se tient au courant hein, pour d'autres actualités. Et peut-être d'autres lives. Là, je fais pas trop de live parce qu'il n'y a rien qui se passe sur les marchés. Ça stagne sur la crypto, tout ça. Même si la bourse, ça progresse. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, s'il y a des choses intéressantes, je passerai en live. Mais en attendant, je peux faire ça sous format enregistré. Et comme ça, vous écoutez ça tranquillement. Donc voilà, force à nous, hein, Spartiate. Et restez solide. Hein. Ne vendez pas comme ça vos cryptos ou ne paniquez pas. Même essayez de voir pour racheter même. Allez, à plus.